Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié à la silhouette et aux émotions. Je suis Christelle Dalérac, naturopathe et auteure du guide pratique du même nom que cette émission. Alors si vous en avez assez de vous battre avec vos émotions, votre assiette, de vous dévaloriser, de maltraiter votre corps, ce podcast est sûrement pour vous. Alors avant de me lancer dans le sujet du jour, vous allez voir qu'il a été délicat à traiter pour moi. Si vous cherchez à vous offrir un cadeau spécial et significatif pour les fêtes, je vous invite à découvrir sur le site de Silbaya les ateliers de dessin neurographique que je propose le 16 et 27 décembre. Pourquoi j'ai proposé ces ateliers qui tournent autour du thème de Noël, de préparer son projet de bien-être 2024, c'est que déjà pour Noël, c'est une période souvent assez chargée au niveau rythme, au niveau alimentation, au niveau émotionnel. Et puis ça peut être intéressant de prendre un moment pour soi, pour planifier quel type de fête de Noël j'ai envie de passer cette année. Et puis, comme on approche à la fin de l'année, c'est aussi peut-être le moment idéal pour se recentrer, se préparer à accueillir 2024. Et le dessin neurographique peut nous aider à clarifier nos objectifs, à visualiser le chemin vers notre bien-être pour l'année à venir. Et en dessinant, on va libérer des tensions, des émotions et on va pouvoir mettre de nouveaux projets en place. Donc n'hésitez pas, www.silbaya et vous retrouverez les informations sur la thématique du dessin neurographique. Oui, mais il n'y a qu'à moins manger, il n'y a qu'à faire plus de sport, bien sûr. Il est encore fréquent, je l'ai entendu encore récemment, un médecin dire qu'il n'y avait pas de gros dans les camps de concentration. J'ai déjà subi des remarques encore grossophobes via ma gynéco. Donc un jour je vais chez la gynéco, normal, pour faire un examen comme toutes les filles, quoi. Et donc du coup tout se passe bien et tout, et au moment de la peser, elle me dit ah oui mais là vous faites quoi comme métier et tout, donc je lui dis là je suis dans le monde de l'esthétique. Elle me dit ah non mais elle me dit mais c'est pas possible, vous pouvez pas rester comme ça et tout, vous représentez quand même le monde de la beauté, voilà, donc en gros tu as des formes, tu peux pas être belle, quoi. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, de toute façon, tout ce qui touche le poids, la silhouette, l'estime de soi, les émotions, par défaut, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais celui-ci, d'autant plus, puisqu'on va parler, et j'en ai parlé toute la semaine, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est les commentaires autour de la silhouette. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a vraiment émergé suite à différentes observations assez personnelles récemment. Déjà, j'ai été amenée à corriger, on va dire, un document sur la prévention du surpoids. Et j'ai vraiment été choquée et confrontée à des propos profondément grossophobes. Pour moi, c'était intolérable. Il y avait des phrases comme les gros gobes et les minces mastiques. Donc déjà, ça m'avait énormément marqué. Cette phrase avait été extraite d'un livre d'un médecin. Et c'est là où on retrouve aussi tout le côté préjugé du milieu médical, et je trouve ça vraiment triste. Et puis, à cette expérience, c'est combiné le fait que j'ai assisté à des commentaires de valorisation, on va dire, d'adolescents sur leur minceur, que je dirais même extrême, et valoriser tout en sachant que ces personnes qui valorisaient ces silhouettes très très minces, en disant que ils étaient beaux, fallait qu'ils restent comme ça, étaient associés à des troubles du comportement alimentaire, et je trouve que ça peut être vraiment dramatique dans l'accentuation des troubles du comportement alimentaire et pour la confiance et l'estime de soi. Et puis il y a d'autres éléments observés sur les réseaux sociaux, des remarques qui m'ont vraiment poussé à réexaminer de plus près, on va dire, tout ce qui est commentaires, les préjugés. Et je pensais pas arriver au terme aussi de grossophobie. Et il a fallu que je me rende à l'évidence que si, ça s'appelait aussi de la grossophobie, et que ça touchait bien plus d'axes que je ne pouvais l'imaginer. Vraiment, en explorant davantage ce sujet, j'ai vraiment pris conscience, moi-même, de l'ampleur des stéréotypes et des préjugés qui sont quotidiens, qui alimentent au final la grossophobie. Et je me dis que pour les gens qui vivent ça, c'est un enfer, puisque c'est quotidien, et c'est à travers vraiment plein de choses. Donc cela amène une réflexion un peu plus profonde sur la façon dont ces attitudes et ces comportements, qui sont discriminatoires,
sont en fin de compte enracinés dans notre société et comment ça peut impacter de manière significative le bien-être et l'estime des personnes qui peuvent être touchées par des problèmes de poids. Le sujet, pour moi, je trouve, est délicat et mon intention est vraiment d'essayer de traiter cette problématique avec le plus de respect possible parce que c'est vraiment très vaste. Alors ensemble, vous allez voir, on va explorer les facettes de toutes ces remarques, ces préjugés, l'impact et comment on peut essayer de se positionner par rapport à ça. Donc, on va dire c'est un défi. Le fait d'en parler, c'est aussi l'idée d'être dans une meilleure compréhension de la diversité corporelle. En tout cas, j'espère que cet échange va contribuer à une petite prise de conscience. Alors, collectif, c'est un grand bien mot, mais un changement positif où chaque personne est valorisée et respectée pour sa propre identité, pour ses valeurs, pour ce qu'elle est vraiment à l'intérieur et au-delà de son apparence physique. Alors c'est vrai que la rondeur, hélas, est dévalorisée. Alors c'est pas comme à la Renaissance, quand vous regardez la Renaissance, elle était symbole de beauté, de richesse et de pouvoir. Les problèmes de surpoids, d'obésité, hélas, sont souvent attribués à tort à un manque de contrôle de soi, on mange trop, on bouge pas assez. Mais alors tout ce qui est les facteurs métaboliques, les troubles de la santé, l'hérédité, les états émotionnels sont souvent négligés et on va mettre une étiquette aux gens sur qui ils sont en fonction de leur apparence physique. J'ai déjà subi aussi des insultes, enfin, pas des insultes, mais des remarques grossophobes par un maître de CM1, enfin par un maître de CM1. Et c'est vrai que j'ai très mal vécu ce passage parce que du coup, quand on est enfant, quand on est en CM1 et en plus, enfin, devant toute une classe entière, enfin, c'était vraiment une humiliation. C'est vrai que ça m'a marqué quand même. C'est vraiment, c'est pas plus les insultes de mes camarades de classe où c'était vraiment ce passage dans ma vie qui m'a vraiment bouleversée, on va dire. Quand tu distribuais les feuilles de cantine, c'était toi tu vas payer 2 fois plus que les autres, ou alors pour la photo de classe, quand tu devais monter sur le banc, toi monte pas sur le banc parce que tu vas le casser. Enfin, c'était tout un tas d'insultes comme ça et moi je m'en rendais pas vraiment compte et au final ça commençait à peser. Quand on va pour faire un match de foot, je suis le dernier à être choisi. C'est un peu le jugement et le regard des autres. Non, mais on peut pas te ramener avec nous ici parce que t'es un peu plus gros que les autres. Moi, je défends vraiment l'idée que les troubles du métabolisme, on pourrait parler de la thyroïde, l'insulinorésistance, le stress avec l'hormone du stress, le cortisol, les facteurs émotionnels, sont vraiment 3 éléments qui sont souvent négligés et le poids des chocs émotionnels s'inscrit dans des corps. Pour d'autres, au contraire, ça va être la maigreur, mais qui raconte toujours une histoire émotionnelle. Ce qui m'a interpellée aussi, c'est que près d'une jeune femme sur 2, donc on est à peu près à 47%, dans des situations de surpoids et d'obésité sont victimes quotidiennement de discrimination par rapport à leur poids. Et souvent, ceux qui sont les plus touchés aussi, c'est les adolescentes. Et il faut savoir que 54% des jeunes filles en problématique de surpoids entre 14 et 17 ans sont quotidiennement victimes de brimades au niveau scolaire. Alors avant d'aller plus loin dans tout ce qui va être les commentaires négatifs, la grossophobie, je voulais commencer déjà aussi par la complexité des commentaires positifs sur la perte de poids. Des fois, on va avoir cet objectif. Alors, on peut avoir ce besoin pour des raisons, mais qui sont propres à chacun, d'alléger sa silhouette. Il faut que ça soit vraiment, comme je le répète à chaque fois, un projet personnel. Le souci, c'est que lorsqu'on reçoit des compliments sur la perte de poids, ça peut paraître gratifiant, c'est génial. Les gens remarquent que j'ai minci et les gens me félicitent et me disent que je suis beau ou belle. Ok, sur le coup, ça peut être gratifiant. Mais ces remarques, si vous voulez, portent en elles une implication plus subtile et plus profonde. C'est que là, ça laisse sous-entendre qu'avant la perte de poids, la personne a été obligatoirement moins jolie, n'était pas conforme à l'image sociale de l'esthétisme et que sa valeur était moindre. Et le problème, c'est que cette suggestion peut éroder la confiance en soi. Au début, ça nous flatte, mais après, ça nous enferme dans quelque chose. Je peux être reconnue et je suis considérée comme quelqu'un de fiable et de bien seulement si je reste dans cette morphologie-là. Donc, ça nous amène à nous questionner sur notre propre valeur et de ramener notre propre valeur à l'image corporelle. Donc, il faut approfondir comment les commentaires, même bien intentionnés, peuvent affecter notre bien-être émotionnel et notre auto-perception. Ce qui importe, c'est d'être heureux,
mais de rester qui on est pour pouvoir être en interaction d'une façon naturelle avec les autres et éviter aussi que certaines personnes, à cause de ces commentaires positifs, tombent dans des troubles du comportement alimentaire, dans une silhouette hyper contrôlée et passent carrément à côté des choses les plus importantes, c'est ses envies personnelles. Alors comme on parlait, le surpoids est souvent entouré de stéréotypes dégradants, où on revient sur cette notion, un manque de volonté, de paresse, et ces idées reçues, elles sont pas seulement fausses, mais aussi profondément blessantes. Elles alimentent ce qu'on appelle donc la grossophobie. C'est une forme de discrimination basée sur le poids et qui stigmatise les gens en surpoids, qui les marginalise. Il y a des gens qui sont en surpoids, parce que vous savez, on parle beaucoup du surpoids et de la santé, il y a des gens qui sont en surpoids, qui le vivent très bien, et dont leur santé va très bien, et vous avez aussi des gens qui sont minces, qui vont être malades. Donc il faut arrêter aussi de toujours vouloir culpabiliser les gens, ou toujours penser que seules les personnes en surpoids sont des personnes à risque, et que les personnes minces échappent à toute pathologie. Donc si on en vient carrément à la grossophobie, donc elle se manifeste, hélas, à différents niveaux, et c'est là où moi j'avais pas pris toute la mesure. Ça peut être des remarques quotidiennes de son entourage, de son milieu professionnel, amical, des remarques quotidiennes qui sont blessantes. Des fois, c'est même sous forme de blagues, de remarques déplacées, qui vont vraiment toucher la personne et fragiliser, on va dire, sa confiance en elle. Mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'on peut avoir une discrimination institutionnelle quelque part, par exemple, le manque d'accessibilité dans certains transports en commun, des chaises plus petites, vraiment on va dire du mobilier non adapté aux personnes en fort surpoids, voire en obésité. Mais ce que j'avais un petit peu occulté dans ma tête, c'est aussi tout ce qui est l'accompagnement aux soins médicaux. Il y a vraiment une problématique de préjugés dans le milieu médical au niveau du surpoids, et on peut voir des jeunes femmes consulter un gynéco et avoir vraiment des remarques très désobligeantes sur même sur la capacité soi-disant du gynéco à faire l'examen sous prétexte qu'il y a du surpoids, et qui va faire aussi que ces jeunes femmes vont fuir les contrôles gynéco, qui ne vont plus oser aller chez médecin par peur de réprimande et aussi d'être dévalorisées en montant sur la balance, même voir aussi des mauvaises prises en charge, puisque que ce soit pour un simple rhume, les gens vont ressortir avec un régime alimentaire, mais ça veut dire qu'au lieu d'être pris en charge pour leurs problèmes aussi de santé, on va tout mettre sur le problème du poids et on va faire des erreurs médicales. Donc souvent, c'est des actes de mépris, mais alors des fois, je reconnais, ils sont pas obligatoirement conscients de la part des gens qui le font, d'où l'intérêt peut-être d'essayer de faire bouger les mentalités. J'ai envie de dire, ça reflète quand même bien une forme d'obsession de la société, de la minceur. Même on peut aller plus loin dans cette dévalorisation et voir que elle affecte non seulement l'estime de soi, mais aussi donc l'accès à certaines opportunités au niveau travail, des services essentiels comme des services de soins, et puis ça contribue à accentuer les complexes. Donc les complexes vont amener du stress et vont faire que les gens vont encore plus se renfermer, moins bouger, moins s'exposer, et peut-être même se réconforter aussi peut-être avec un peu plus d'alimentation, voire stresser leur corps qui va mal gérer aussi ses apports de calories. On a des risques de dépression plus élevés, on a des sentiments de culpabilité, comme je vous disais, une détérioration de l'estime de soi, une augmentation d'un risque de troubles de comportement alimentaire. Donc pour moi, il est essentiel de reconnaître différentes images corporelles, de célébrer la diversité corporelle. Chaque forme corporelle a son histoire, et chaque histoire mérite le respect, et qu'on admire les gens pour qui ils sont, pour leurs rêves, pour leurs actions. C'est très important. Donc, il faut vraiment changer nos perspectives culturelles, personnelles, avoir une vision plus large de la beauté, du bien-être, vraiment une vision qui met de la compréhension et j'ai envie de dire de l'humanité dans ces échanges. Alors, comment on peut faire lorsqu'on fait face à des commentaires sur le poids ou l'apparence ? Bien déjà, quand vous êtes surpris par ça, c'est prendre un moment pour réfléchir plus profondément à la situation et se demander quel a été le commentaire exact qui nous a blessés et pourquoi il nous a blessés. Est-ce que ce commentaire, il est récurrent ?
Il faut identifier vraiment les émotions qu'on ressent. Il s'agit de la colère, de la tristesse, de l'injustice, de la honte, de la déception. Après, vous allez penser à la personne qui a fait ce commentaire et d'essayer de comprendre quelle était réellement son intention pour savoir quel positionnement vous devez avoir et quelle vraiment valeur vous devez accorder à ce jugement. Parce que souvent, il n'y a pas de valeur à attribuer à ce type de propos. Et vous posez surtout cette question, accordez-vous trop d'importance à ce que pensent les autres de vous? Ce sont leurs jugements avec leur filtre à eux. Ils jugent par rapport à leur parcours de vie. Ils jugent par rapport à leur propre peur, parce que dans la grossophobie, on retrouve aussi des gens qui ont peur de grossir et du coup qui sont dans l'intolérance de ces gens-là parce que ça leur fait peur et peur pour eux, ça s'appelle une projection. Et posez-vous aussi cette question, est-ce que son opinion compte vraiment pour vous? Et souvent, ce type d'opinion n'a aucun intérêt à mettre directement à la poubelle. N'hésitez pas à prendre du temps, à revenir dessus, pour vous préparer aussi à faire une réponse, pas dans l'agressivité, mais de ce que vous ressentez, ou retourner le problème à la personne, en retournant une question en disant « Alors, si je reprends tes propos, est-ce que, si j'ai tout bien compris, tu sous-entends ceci ou cela ?» Et la personne, ça va vous lui redonner sa phrase, et vous allez voir que ça va changer la donne aussi, puisque vous redonnez à cette personne ses propres propos. En tous les cas, ces réponses vous permettent de poser des limites tout en respectant l'autre, tout en peut-être commençant gentiment à éduquer les autres sur l'impact de leurs mots. Et ça peut être vraiment une bonne avancée pour tout le monde. Il est aussi également essentiel de travailler son dialogue intérieur, parce que souvent, on se maltraite. Et j'ai envie de dire, quels sont les commentaires que vous faites à vous-même? Sont-ils majoritairement négatifs ou réalistes? Alors vous allez me dire, si je suis en surpoids, c'est réaliste. Oui, mais tout ce que, vous avez une certaine silhouette, une certaine forme, mais que vous êtes nul, que ceci, que cela, je ne pense pas que ça a à voir avec votre silhouette à proprement parler. Remettez vraiment en question vos pensées automatiques. Essayez de les remplacer par des affirmations positives et bienveillantes. C'est aussi en étant bienveillant avec soi-même, qu'on va être mieux dans sa tête. Et je reste convaincue que si on est mieux dans sa tête, la silhouette s'en sentira mieux, il se passera des choses. Rappelez-vous que les standards de la beauté sont souvent irréalistes, c'est retouché, c'est photoshopé, les mannequins qui défilent ne mangent qu'une pomme et souvent rentrent dans du 32 et 34 parce qu'elles passent leur vie à s'affamer et que les médias véhiculent vraiment des fausses valeurs autour de la silhouette. Dernière chose, n'oubliez pas de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous apprécient pour ce que vous êtes au-delà de l'apparence physique, c'est important. Parlez aussi de vos préoccupations. Rappelez aux gens des fois aussi que lorsque vous ne demandez pas de conseils, il n'y a pas de conseils à donner, tout va bien. Essayez aussi de les aider en comprenant que la meilleure façon d'être à votre écoute, c'est plutôt de vous demander de quoi vous avez besoin au moment où vous vous confiez. Et puis, il y a des professionnels de santé pour travailler aussi sur l'équilibre de vie, l'équilibre des émotions. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'impact des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, à laisser un petit commentaire. Et puis, pour avoir plus d'infos, toujours pour les suivis individuels, que ce soit en dessin neurographique, avec l'enfant intérieur, travailler sur ses émotions, sur ses kilos émotionnels, rendez-vous sur www.sylbaya.com. La semaine prochaine, on parlera du pourquoi on mange de trop à Noël ou comment gérer ces périodes qui sont pas si faciles d'un point de vue alimentaire mais aussi émotionnel. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.